amis, que vous soyez administrateur des banques populaires, que vous soyez membre du groupe BPCE ou partenaire de nos banques, je vous souhaite la bienvenue dans cette première conférence en ligne. Vous le savez, les administrateurs des banques populaires avaient rendez-vous aujourd'hui même à Strasbourg pour tenir notre université biennale. Tout était prêt, la réunion était vraiment au point et la fête se préparait pour être belle. Et puis, malheureusement, ce maudit virus est venu changer tous nos plans. Ce n'est que partie remise, nous irons à Strasbourg l'année prochaine, à la même époque à peu près, et vous verrez que vous ne perdrez rien pour attendre parce qu'une année de plus nous permettra de faire une fête encore plus grande. Je suis très heureux de vous retrouver, même à distance et au travers de ce webinaire. Je voudrais d'abord saluer les nouveaux administrateurs et les nouvelles administratrices qui viennent de rejoindre les conseils d'administration des banques populaires à l'occasion des dernières assemblées générales. Nous sommes très nombreux ce soir et je suis très heureux de pouvoir constater que vous avez pu prendre un petit peu de votre temps pour pouvoir participer à cette réunion qui, vous allez le voir, est particulièrement intéressante. Cette crise sanitaire est une épreuve pour certains d'entre nous, pour l'économie certainement, et pour les entreprises évidemment, pour nos clients et nos sociétaires et pour bien sûr nos collaborateurs. Il faudra continuer à être attentif à notre entourage, aux changements profonds qui vont traverser la société, mais comme toujours, une crise est l'occasion de revisiter des pratiques qui nous semblaient immuables. On l'a vu avec le télétravail et plus généralement avec la formidable capacité d'adaptation dont ont fait preuve nos compatriotes. C'est aussi une formidable opportunité pour nos banques de démontrer les vertus du modèle coopératif. Les banques populaires ont été au rendez-vous, réactives, efficaces, attentives, pertinentes et finalement solides au poste. Nous pouvons les remercier et remercier surtout tous les collaborateurs qui ont été présents. Nous allons donc consacrer une heure de réflexion en essayant de prendre un peu de hauteur. Alors, pour prendre de la hauteur, il faut des intervenants de haut niveau, c'est le cas, vous allez le voir. Et je tiens à préciser, je tiens à remercier particulièrement notre ami Guy Cormier, qui est le patron de la Caisse des Jardins et qui intervient depuis le Québec. Alors, pour les jeunes administrateurs, il faut savoir que Alphonse Desjardins et son épouse ont créé en 1900 ce qui est un petit peu le modèle des caisses populaires, ça s'appelait comme ça à l'époque. Et ce n'est qu'en 17 ans plus tard, en France, que la loi Clémentel a permis de créer également des banques populaires en France. Et donc, la Caisse des Jardins, c'est un peu notre modèle à tous. Et je vous engage, si vous allez au Québec, d'aller visiter l'endroit où a été créée la première caisse. Voilà, merci Guy pour ta présence. On sait que tu as beaucoup de choses à faire. Et sans autre transition, je passe la parole à notre journaliste qui va vous présenter nos intervenants. Merci. Alors, Anne-Sophie Moreau, je me présente, je suis la rédactrice en chef de Philonomiste, le média bilingue de Philosophie Magazine dédié au monde du travail, de l'entreprise et de l'économie. Je vous remercie d'être présents très nombreux ce soir et je suis très honorée d'animer cette rencontre qui s'annonce passionnante sur le thème de l'incertitude. Alors, en bonne philosophe, je vais commencer par une phrase d'un philosophe. Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou, disait Nietzsche. Alors, facile à dire, est-on tenté de se dire depuis quelques mois, de penser depuis quelques mois, puisque, n'est-ce pas, au fond, l'incertitude radicale de la situation actuelle qui nous a tous plongés dans la panique, que ce soit les entreprises, les individus ou même les marchés. Il y a encore quelques semaines, personne ne savait s'il allait un jour pouvoir sortir de chez lui, ou en tout cas dans les prochains mois, ou bien au contraire, s'il allait devoir se retrousser les manches pour construire le fameux monde d'après. Pourtant, nous sommes tous capables de trouver en nous la force de réagir à des situations complexes. Certains parleront d'intuition, d'autres, au contraire, insisteront sur l'importance des plans, des prévisions. Mais comment, au fond, aborder rationnellement ce qui est fondamentalement mouvant et sur quoi s'appuyer quand on navigue dans la tempête? Alors ce soir, nous avons 3 intervenants de grande qualité qui ont tous les 3 des approches que je qualifierais d'assez complémentaires, puisque nous avons
un économiste avec Patrick Artus, un stratège avec Olivier Sibony et un acteur de la crise avec Guy Cormier qui est connecté avec nous ce soir et qui, lui, s'est retrouvé, contrairement à nous autres théoriciens, à devoir gérer la crise. Donc je suis très impatiente d'entendre les analyses et les témoignages de nos trois interlocuteurs qui ont un point commun, à savoir qu'ils ont réfléchi tous trois à cette question de l'incertitude et qu'ils ont tous un point de vue original à apporter sur ce que sera ce fameux monde d'après, si tant est qu'on est capable d'imaginer à quoi il ressemblera. Alors Patrick Artus, vous êtes économiste, professeur à l'École d'économie de Paris, mais aussi directeur des études économiques chez Natixis, où vous avez la mission délicate depuis des années de publier vos analyses, mais aussi des prévisions sur l'avenir des marchés financiers et plus généralement de l'économie mondiale. Autrement dit, vous êtes dans la position difficile d'un oracle, d'une diseuse de bonne aventure, parfois même d'une Cassandre lorsqu'on ne vous écoute pas. Et que vous soyez cru ou non, dans tous les cas, vous prenez aussi le risque d'être accusé d'avoir éventuellement provoqué les événements que vous voyez venir. Vous qui avez suivi notamment de près la crise de 2008, qui depuis longtemps dénonçait la situation étrange dans laquelle nous plonge la politique monétaire et ce que vous appelez l'austérité salariale, qui est menée, si j'en crois le titre de votre dernier livre, depuis 40 ans. Que pensez-vous de la crise actuelle et de la manière dont nous allons en sortir ou pas, et si oui, comment ? Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Oui, je vais prendre quelques minutes pour donner un regard d'économiste, et puis après nous aurons d'autres approches. Et je voudrais effectivement regarder en quoi cette crise peut réduire l'incertitude en nous apprenant des choses. Qu'est-ce qui fait que pendant cette crise, un certain nombre de comportements, un certain nombre de mécanismes, peut-être, sont devenus plus clairs, nous ont appris des choses sur la façon dont marche l'économie ou dont marche la société. Alors, je vais aborder 5 points. On a peu de temps. Il y en aurait bien sûr beaucoup d'autres, mais c'est les 5 qui nous ont semblé peut-être les plus pertinents. Le premier point, c'est la nature des inégalités. Pour ça, le social, dans cette crise. On s'est aperçu dans cette crise que les inégalités étaient d'une nature qui était alors bien connue. Je crois d'ailleurs avant de rentrer dans plus de détails, il y a un point assez clair, c'est que cette crise n'a pas bouleversé nos connaissances. Elle nous permet simplement d'approfondir un certain nombre de choses que nous savions, que nous regardions, et de jeter un projecteur sur un certain nombre de mécanismes. Donc ce mécanisme d'abord d'inégalité. On s'est aperçu qu'il y avait vraiment deux types de citoyens, deux types d'emplois, deux types de salariés. Ceux qui sont extrêmement bien protégés, et ce que je dis vaut pour la France, mais vaut pour l'Europe, vaut pour la plupart des pays. Ce sont les salariés avec des contrats de travail normaux des grandes entreprises, les salariés du secteur public, les retraités, et puis des personnes beaucoup moins protégées, qui sont les salariés qui ont des contrats de travail à court terme, qui sont les intérimaires, les saisonniers, les jeunes qui essaient de rentrer sur le marché du travail. Chez les économistes, on parle d'insiders et d'outsiders. Il y a ceux qui sont dans le marché, bien protégés, et ceux qui sont à la marge du marché du travail. Et donc, c'est une nature d'inégalité qu'on regarde assez peu. On regarde beaucoup les inégalités de patrimoine, de revenus. Cette inégalité du statut dans l'emploi, je pense, est extrêmement importante. Et je pense que là, il y aura quelque chose de différent. Assez curieusement, tout le monde se met à parler, par exemple, d'un revenu universel pour les plus fragiles, qui semblait être une espèce d'utopie et qui, aujourd'hui, apparaît comme une politique qu'il faut mettre en place assez vite. Donc, premier sujet, donc les vraies inégalités, je dirais, qui sont ces inégalités de statut dans l'emploi. Le deuxième sujet, et là je prends un point de vue européen, c'est l'Europe. Assez curieusement, les opinions ont été assez critiques de l'Europe dans cette crise. Et pourtant, je crois que cette crise a révélé l'Europe. Je ne crois pas du tout à l'argument qui est que cette crise a rendu les États-Unis et la Chine plus forts et l'Europe plus faible. Je crois que c'est très faux. Et je pense que l'Europe, et en tout cas les institutions européennes, ont été extrêmement rapides, extrêmement efficaces, extrêmement réactives. Alors, je parlerai de politique monétaire après, vous y faisiez allusion à l'instant, mais la Commission européenne et le Parlement ont très vite agi en proposant d'abord de lever toutes les règles budgétaires, mais ça, en permettant des aides, en mettant en place des financements en commun. Quand vous ajoutez tout ce qui a été annoncé aujourd'hui, on est à 1300 milliards d'euros, en s'intéressant aux industries d'avenir, à la transition énergétique, à la santé, à l'agriculture. Enfin, je crois qu'on a eu une réactivité de l'Europe
et qui finalement convainc même les pays les plus réticents qu'il faut peut-être travailler plus en commun. Et ces fameux pays frugaux dont on parle, on voit, sont en train finalement aussi d'admettre l'idée qu'il va falloir que l'Europe joue un rôle plus important. Donc à nouveau, je ne crois pas du tout à un affaiblissement structurel. Et je pense plutôt que la Chine et les États-Unis sont affaiblis, mais ça serait un autre débat. Le troisième sujet, alors ça nous rapproche de vos préoccupations peut-être, c'est les banques. Alors pour un économiste, il est intéressant de voir que les pays où les entreprises sont financées par les banques ont pu réagir de façon beaucoup plus efficace que les pays où les entreprises sont financées sur les marchés financiers. Alors ça a pris des formes assez diverses d'un continent à l'autre et d'un pays à l'autre. En France, vous avez tous évidemment trempé dans les prêts avec les garanties d'État, et pas seulement. Mais on a observé une capacité assez grande du secteur bancaire à financer l'économie et à financer les entreprises qu'elles connaissent dans cette crise. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, il a fallu que la Réserve fédérale se mette à essayer de prêter aux PME, et en plus, ça n'a pas marché. Parce qu'on s'aperçoit que dans des économies de marché, il n'y a pas le tuyau qui va du prêteur vers l'entreprise qui a besoin de se financer, alors que cette connaissance de l'entreprise et cette tuyauterie, elle existe. Donc je pense que cette crise a montré la supériorité du financement bancaire. Juste un mot très vite, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Par ailleurs, quand même, après cette crise, une question sera à nouveau posée, qui est celle du risque bancaire. Et malheureusement, probablement, avec une réglementation encore plus stricte des banques dans l'observation de la taille encore plus importante que pouvaient avoir les crises. Quatrième point, la dette et la monnaie. Alors c'est un débat qui est extraordinaire, où on a des pages entières de journaux remplies de choses entièrement fausses. Donc c'est quand même un débat qui est assez amusant. Nous avons une politique économique qui est extraordinairement spéciale dans tous les pays de l'OCDE, qui est un énorme déficit public entièrement financé par la création monétaire, et donc en réalité pas par la dette, puisque la dette, une fois émise, est immédiatement achetée par la Banque centrale qui crée de la monnaie en échange. Alors, nous n'avions pas on avait commencé à faire ça, mais pas à cette échelle. Et donc, on est un peu dans le tâtonnement. Il faut arrêter de parler de dette. Il n'y a pas de dette. On n'a pas émis de dette. On a émis de la monnaie pour financer ces déficits publics. Donc, il n'y a pas de problème de dette. Il n'y aura pas besoin d'augmenter les impôts. Il n'y aura pas besoin de resserrer la politique budgétaire. On n'a pas du tout un problème de dette. On a un problème d'explosion de la quantité de monnaie. Pour l'OCDE, la quantité de monnaie va augmenter de 80% cette année, en un an, ce qui est absolument monstrueux. Et donc là où les économistes regardent aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça fait quand on augmente de 80% la quantité de monnaie. Alors il y a 100 ans, on aurait dit que ça fait 80% de hausse des prix. On sait aujourd'hui que ce n'est plus vrai et que probablement ce qu'on va fabriquer, c'est de l'instabilité financière, des bulles sur les prix des actifs, une énorme circulation internationale des capitaux, de la volatilité des taux de change. Mais vous voyez, la question, c'est la monnaie et pas la dette. Et là, nous apprenons beaucoup et on partait d'une connaissance mauvaise et qu'il est encore assez souvent, y compris d'ailleurs dans les gouvernements et dans la finance. Et puis, dernier point qui est peut-être plus français, cette crise a été un nouveau révélateur de ce qu'il faut avoir le courage d'appeler l'inefficacité de l'État. Nous réalisons plus que la France dépense nettement plus, un gros point de PIB de plus que l'Allemagne dans la santé, avec 2 fois moins de lits de réanimation et 1/3 de moins de lits d'hôpital tout court par habitant, avec des salaires d'infirmières 25% plus bas qu'en Allemagne. Nous avions réalisé avant la crise que la France dépense plus que l'Allemagne dans l'éducation, avec 3 fois plus de chômage des jeunes, et je pourrais faire une très longue liste que vous connaissez tous. Quand on mesure la productivité de l'État en France de toutes les manières dont on peut le faire, on s'aperçoit qu'elle est 20 à 25% plus basse qu'en Europe du Nord ou en Allemagne, y compris dans des pays qui ont des options politiques très différentes, des pays sociaux-démocrates, des pays conservateurs. Donc il y a vraiment un problème d'inefficacité de l'État, et ça ne servira à rien de remettre de l'argent public sans traiter d'abord le problème d'inefficacité de l'État. Et je crois qu'il commence à y avoir une prise de conscience collective de cette question qui est très importante. Voilà, j'aurais pu donner beaucoup d'autres exemples, mais vous voyez, santé, Europe, banque, dette et monnaie et efficacité de l'État, ce n'est pas des nouveautés. Il n'y a rien de tout ça qui est radicalement nouveau, mais on accélère la réflexion et on avance, il me semble, dans la compréhension des mécanismes. Merci. Alors,
Olivier Sibony, vous êtes une sorte d'anti-Didier Raoult, si j'ose dire, ou j'aurais aussi envie de vous appeler le Socrate de la stratégie, puisque contrairement à ceux qui affirmaient leur certitude pendant cette crise, notamment sur le virus, que ce soit certains médecins, mais aussi voilà, nos proches, on connaît tous des gens qui savaient à quoi s'en tenir pendant cette crise, vous avez repris l'adage du philosophe Socrate, à savoir « je sais que je ne sais rien », en allant plus loin, puisque je vous entendais récemment affirmer dans votre vidéo sur les biais cognitifs qui a fait un buzz extraordinaire et que je vous conseille vivement de regarder dans son intégralité, que de manière générale, personne ne savait rien, mais qu'on n'était pas forcément au courant qu'on ne savait pas. Voilà. Donc, en tant que professeur affilié de stratégie à HEC Paris et Associate Fellow de la Saïd Business School d'Oxford, vous êtes spécialisé dans ce que vous appelez la décision dans le brouillard. Nous sommes donc ce soir très impatients d'entendre ce que vous allez nous dire sur les meilleures manières d'agir dans une situation d'incertitude radicale comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Merci Anne-Sophie. Vous placez la barre très haut en me comparant à Socrate. Je risque de décevoir beaucoup les attentes que vous avez créées. Mais je voudrais essayer de parler effectivement d'incertitude et parler de stratégie dans l'incertitude et de leadership dans l'incertitude en essayant d'être aussi concis que Patrick qui a placé lui aussi la barre très haut. D'abord, l'incertitude. On est dans le brouillard, décide dans le brouillard. En fait, ce n'est pas nouveau. En fait, on est toujours dans l'incertitude. Et les administrateurs et les dirigeants qui nous écoutent le savent, qu'ils sont toujours dans l'incertitude. Simplement, il y a des périodes comme en ce moment où on ne peut plus faire semblant qu'on ne l'est pas, où le voile tombe et où on s'aperçoit, on ne peut pas prétendre qu'on est dans la certitude alors qu'on est en fait toujours dans l'incertitude. La réalité, quand on fait un plan, quand on fait un budget, on trace une ligne et on dit, ben voilà, ça va ressembler à ça, ou quand Patrick fait des prévisions, il dit, ça va ressembler à ça. Mais on dit toujours, en fait, c'est la médiane d'une gamme de possibilités, mais on l'oublie très vite parce qu'on n'aime pas l'incertitude. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas l'incertitude ? D'abord, vous preniez l'exemple du professeur Raoult, parce qu'on préfère suivre des gens qui exudent la certitude. Donc quand Raoult nous disait au début de la crise « Oh, ça m'étonnerait vraiment qu'il y ait plus de 10 000 morts, c'est rien du tout, c'est une grippette cette affaire », c'était très rassurant, on avait très envie de l'écouter. Et ce qui est frappant, c'est qu'il ne perd pas beaucoup de crédit quand il dit des énormités comme ça. On continue à l'écouter. Donc en fait, on aime écouter les gens qui affichent de la certitude, et les gens qui disent qu'ils ne savent pas, eh ben on hésite un peu à les suivre. Peut-être que ça fait partie des choses qu'on devrait revisiter un peu. La deuxième raison, c'est que tous nos modes de management, tous nos systèmes, tous nos outils sont en fait conçus pour des périodes de certitude. Les outils de stratégie que j'enseigne à mes étudiants, que vous avez appris quand vous étiez à l'école, ils consistent à dire, ben voilà, de quoi sera fait l'avenir dans quelques années, quelles sont les tendances, que font nos concurrents, bref, on commence par prévoir tout ce qu'on peut prévoir, et puis ensuite on fait ses plans. Et ça allait très bien à l'époque où on a inventé tous ces outils, dans les années 50, 60, où le monde était raisonnablement prévisible, et d'ailleurs où tout se passait plutôt bien, on était dans des périodes d'expansion linéaire, continue. Tous ces outils ne sont pas très adaptés à des périodes de volatilité et d'incertitude. Ce qui est frappant d'ailleurs, c'est que dès qu'on est face à un choc, par exemple quand on s'aperçoit en mars que notre budget 2020 est à jeter aux orties parce qu'il ne vaut plus rien, qu'est-ce qu'on fait tous ? On refait un nouveau budget. C'est intéressant, on s'aperçoit qu'on a un outil qui n'a pas fonctionné parce qu'en fait le monde était imprévisible, et la première chose qu'on fait quand on se prend dans la figure le fait que le monde est imprévisible, c'est qu'on va le réutiliser une nouvelle fois. Peut-être qu'il faudrait se demander comment est-ce qu'on fait autrement. Alors ça m'amène justement au sujet de comment est-ce qu'on fait de la stratégie dans l'incertitude. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce qu'on peut changer un peu de logiciel ? Comment est-ce qu'on peut changer d'outil ? Comment est-ce qu'on peut faire différemment ? En fait, il y a une première idée que beaucoup de gens prônent dans ce genre de situation qui consiste à dire « laissons tomber la stratégie ». Ça ne veut plus rien dire de faire de la stratégie quand on est dans un monde aussi volatile, aussi incertain. On a beaucoup entendu, il y a déjà de longues années, l'acronyme VUCA, pour volatile, uncertain, complex and ambiguous. On disait, voilà, dans un monde VUCA, comment est-ce qu'on fait de la stratégie ? Bref, laissons tomber la stratégie, place à l'improvisation, à l'entrepreneurship, à la liberté, ça va être merveilleux. Les entreprises vont être libérées, elles n'auront plus de plan, et puis d'ailleurs, elles n'auront plus de hiérarchie non plus, ça va être formidable. En fait, ça ne marche pas très bien quand on fait comme ça, pour plein de raisons qui d'ailleurs sont probablement assez évidentes pour les gens qui nous écoutent. Et surtout, ce que disent les gens qui ont l'habitude de l'incertitude, par exemple les militaires, c'est qu'en fait les plans ça sert toujours, même quand on est dans l'incertitude, surtout quand on est dans l'incertitude. Eisenhower disait « les plans ne servent à rien, mais la planification est indispensable ».
Les plans ne servent à rien parce que ça ne va pas se produire comme on avait prévu que ça va se produire, mais la planification est indispensable parce que quand on a fait des plans, on va pouvoir s'en servir en les triturant autrement, en faisant autre chose. Un exemple tout à fait frappant de ça pendant cette crise, c'est cet exploit que vous avez vu réalisé sous vos yeux, des TGV médicalisés. Les TGV qui transportaient des malades du Covid, en particulier depuis le Grand Est vers le Sud-Ouest, cette espèce de chorégraphie incroyable où on arrive à prendre des gens qui sont intubés, qui sont à l'article de la mort, et à leur faire traverser toute la France avec une équipe au départ, une équipe au milieu, une équipe à l'arrivée. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? On ne l'a pas improvisé. On arrive à faire ça parce qu'on avait un plan. Ah bon, on avait un plan pour le Covid? Non, on n'avait pas prévu le Covid. On avait prévu un attentat terroriste. Et parce qu'on avait fait un plan pour un attentat terroriste, on a été en mesure de faire face au Covid. Donc la leçon de cette histoire, c'est que dans l'incertitude et quand on est face à un choc, il ne faut pas faire moins de plans, il faut en faire plus. Mais il faut les faire un peu différemment. C'est-à-dire qu'au lieu d'imaginer un scénario, il faut en imaginer plusieurs. Le Conseil scientifique nous en donnait enfin l'exemple il y a quelques jours, après avoir affiché beaucoup de certitudes, en nous disant, voilà, il y a 4 scénarios pour la manière dont cette épidémie va s'éteindre ou revenir ou se prolonger, etc. Ça, c'est une bonne logique de planification dans l'incertitude parce qu'on affiche dès le départ qu'on ne sait pas forcément de quoi demain sera fait, qu'il y a plusieurs scénarios et qu'on va être habile, qu'on va être agile, qu'on va s'adapter en fonction de ces scénarios. Donc, faire de la stratégie dans l'incertitude, c'est avoir plusieurs scénarios, c'est aussi le faire un peu différemment, c'est-à-dire le faire plus collégialement. Pourquoi? Parce qu'on est plus capable d'imaginer plusieurs scénarios quand on est plusieurs que quand on est tout seul. C'est tout bête, mais si on veut imaginer des scénarios auxquels on n'a pas pensé, il va falloir demander aux autres de nous aider à les imaginer. Donc, le rôle du stratège dans une situation comme celle-là va être de faire plus de plans, pas moins, plus de plans littéralement en termes de nombre de plans, c'est-à-dire d'avoir un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, bref, des scénarios divers qui reposent sur les différentes incertitudes qu'on peut identifier, et de faire ces scénarios, d'échafauder ces scénarios avec ses collaborateurs, par exemple en faisant des wargames, un exercice qu'on ne fait pas souvent, qui consiste tout simplement à se dire « je me mets à la place de l'adversaire », ou une partie de l'équipe se met à la place de l'adversaire, on va se demander ce qui se passe dans les différents scénarios. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on fait de la stratégie dans l'incertitude en peu de mots. Mais ça nous amène en fait à la troisième question qui est la plus difficile, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'être un leader dans l'incertitude? Parce qu'on entend souvent, et beaucoup de gens pensent, que dans l'incertitude, on attend du leader qu'il nous rassure, qu'il dissipe l'incertitude. Et c'est vrai, je le disais en introduction, que quand quelqu'un affiche ses certitudes, on a tendance à l'écouter, on a tendance à vouloir le suivre. Le problème de ça, c'est que le leader qui affiche ses certitudes, quand en fait il ne sait pas, risque d'être rapidement démenti par les faits. Celui qui nous dit que demain reviendront des jours heureux et après-demain des jours radieux, avec un peu de chance ça va se produire, on l'espère tous, mais si ça ne se produit pas, sa cote de popularité risque de s'effondrer. L'alternative à ça, c'est pas de renoncer à être un leader, c'est d'être un leader d'un style un peu différent. Et je crois qu'on a vu émerger dans cette crise une variété de styles de leadership qu'on n'avait pas vu avant, et en particulier, on a vu dans beaucoup de pays étrangers et un peu en France, des leaders commencer à dire qu'ils ne savent pas. Des leaders qui disent « je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais on va faire de notre mieux et je compte sur vous et j'ai besoin de votre aide ». Alors on pourrait prendre plein d'exemples. Moi, un exemple qui m'a frappé, c'est une gouverneure américaine. L'exemple, Gina Raimondo, la gouverneure de Rhode Island, dont on parle d'ailleurs comme d'une potentielle vice-présidente ou candidate à la vice-présidente pour Joe Biden, qui en fait au début de la crise disait « je ne sais pas ce qu'il faut faire, il n'y a que des mauvaises solutions, mon rôle c'est de choisir la moins mauvaise, le seul truc que je peux vous promettre, c'est que je vais faire des erreurs. Mais je peux aussi vous promettre que quand j'aurai fait une erreur, je rectifierai le tir et que je changerai et que j'aurai le courage de vous dire que j'ai fait une erreur et de changer. » Ça, c'est un style de leadership qu'on n'entend pas souvent chez nos dirigeants, ni politiques ni économiques d'ailleurs, et je crois qu'on gagnerait à l'entendre plus et on gagnerait tous à se dire, au fond, on est entouré de gens intelligents, on a choisi les gens qui sont autour de nous parce qu'ils sont intelligents, ils savent qu'on est dans l'incertitude, faire semblant qu'on sait ne leur apporte rien, et à nous non plus, donc acceptons d'être des leaders un peu plus humbles. Voilà en quelques mots ce qu'on peut dire sur l'incertitude aujourd'hui. Merci Olivier. Alors ça tombe bien puisque nous avons aussi un leader en ligne. Alors peut-être avant de passer à l'intervention de Guy Cormier, je vous rappelle que vous avez la possibilité et que vous êtes encouragé à poser vos questions sur le chat, sur le Q&A qui doit s'afficher normalement à droite de votre écran. Voilà, donc n'hésitez pas puisque les 3 présentations sont suivies d'un débat et nous tenons à connaître vos interrogations
à tous les auditeurs. Alors, donc je disais, ça tombe bien puisque nous avons un leader en ligne, c'est-à-dire avec Guy Cormier, qui, lui, contrairement finalement aux commentateurs sportifs que sont les théoriciens de l'incertitude, est, lui, un joueur sur le terrain. Donc, Guy Cormier, en tant que président du mouvement Desjardins, vous allez nous expliquer comment vous avez réagi à ce choc inédit qu'a constitué l'épidémie. Comment, en tant que leader, vous avez dû apprendre à naviguer sur les flots de l'incertitude et si le modèle coopératif peut permettre, plus que d'autres éventuellement, de répondre à une crise de telle ampleur? Alors, premièrement, merci beaucoup de cette belle invitation-là. Bonsoir à toutes et à tous. Je me sens très privilégié que, humblement, vous me demandiez de partager un peu notre perspective comme chef d'entreprise du mouvement Desjardins. Et merci pour vos bons mots, M. Jaffre, au début. C'est très, très, très apprécié. Écoutez, des commentaires, là, j'écoutais M. Sibony, M. Artus, et je voyais sur le terrain plein d'éléments qu'ils viennent d'apporter. Je pense que le premier message que j'ai le goût de partager à vous tous, c'est il y a 3-4 mois, il n'y a personne qui savait ce qui se passerait dans les prochains mois. Au mois de mars, ici au Québec, au Canada, on n'était pas du tout dans une compréhension de ce qui était pour arriver. Et moi, ce qui me fascine dans la réflexion, c'est à quel point, 3 mois plus tard, il y a littéralement des mythes, des intouchables dans notre organisation. Ce qu'il avait fallu que je dise au mois de janvier, que 90% des 48 000 employés du mouvement Desjardins seraient tous en télétravail au mois d'avril, en janvier, probablement qu'on m'aurait limogé ou on aurait ri de moi tout simplement comme tel. Alors, toutes les raisons pour lesquelles on ne pouvait pas faire des choses, 4 mois plus tard, 5 mois plus tard, sont tous devenues des raisons qui littéralement ne sont plus bonnes parce qu'on a fait ces choses-là aujourd'hui comme tel. Alors, je pense qu'une des premières leçons, moi, que je retire, c'est la posture qu'on a prise chez Desjardins, c'est d'accepter que les intouchables, ce qui ne pouvait jamais arriver, ben, on est capable de le faire arriver tout simplement. Puis ça, c'est une posture d'esprit ou c'est un état d'esprit dans lequel il faut se mettre, puis accepter, puis l'accueillir ça. Parce que dans l'incertitude, l'une des façons de passer à travers l'incertitude, c'est d'accepter qu'il y a beaucoup de nos croyances et de nos mythes qu'on a défendus pendant des années, des décennies, qui peuvent être renversés en un week-end, en quelques heures parfois. Et ça peut paraître déstabilisant, pas seulement pour le leader, mais aussi pour l'organisation. Nous, chez nous, il y a vraiment 5 éléments clés qu'on a mis de l'avant pour passer à travers cette crise-là. C'était premièrement la sécurité de nos membres, de nos clients et de nos employés. Ça, c'était pas négociable. Très rapidement, on a voulu mettre toutes les conditions gagnantes à ce niveau-là. La deuxième, c'était les mesures d'appui. Vous avez plus de 950 000 mesures d'appui qui ont été accordées à des membres entreprises et particuliers. Je lisais ce qui a été fait dans votre groupe. C'est à peu près la même chose ici au Québec, au Canada, que ce soit pour le prêt d'urgence, que ce soit pour l'accompagnement sur des mesures d'étalement de paiement, etc., etc. On n'aura pas assez de temps pour en parler. La troisième, c'est la gestion des risques financiers. Je pense que lorsqu'on est une institution financière, on a une responsabilité encore plus grande. On est une espèce de courroie de transmission, dans ce que disait M. Artus tantôt, entre les prêteurs et les déposants. Alors, on doit, comme courroie de transmission, être en affaires et sécuriser nos opérations. Donc, c'est le capital, c'est la liquidité. Donc, on a mis beaucoup d'emphase là-dessus. Le quatrième élément, c'est la continuité des affaires. Comment on s'assure que tous nos centres de services, nos points de service, nos caisses locales puissent continuer d'opérer, et notamment dans un mode de télétravail. Comme je le disais, on a rapidement pris la décision d'emmener tout le monde en télétravail, incluant ceux qui travaillaient dans nos caisses locales, pour être capable de poursuivre la prestation de service et amener de la sécurité pour ces gens-là. Et le cinquième élément, c'est que nous sommes déjà depuis peut-être 7 à 8 semaines en mode de relance. Comment le mouvement Desjardins peut relancer non seulement ses activités, mais peut contribuer à la relance de l'économie du Canada, mais aussi à la relance de la société, notamment en lien avec plusieurs commentaires que M. Artus a dit, que ce soit au niveau des inégalités. Je rajouterais tout ce qui touche la finance responsable, le développement durable. Donc, il y a plusieurs éléments sur lesquels on se questionne actuellement pour être capable de pouvoir passer, d'avoir un impact encore plus grand. Je vous dirais que sur le terrain, moi, ce qui m'a grandement aidé, c'est que lorsque je suis arrivé à la présidence du mouvement Desjardins en 2016, j'ai clairement indiqué que je voulais réaligner l'organisation sur sa raison d'être. Donc d'incarner une culture où à la fin de la journée, oui, nous sommes une institution financière, un groupe financier, mais on veut aussi travailler toujours dans l'intérêt de nos membres et de nos clients. Et je suis arrivé avec 4 mots-clés.
comment on peut amener notre organisation à être plus simple, plus humaine, plus moderne et plus performante. Et ces 4 mots-clés-là ont guidé l'action du mouvement Desjardins à travers la crise. On devait prendre des décisions simples. Rien de trop compliqué. On devait bien exécuter les choses. Nos membres avaient besoin d'une organisation qui est profondément humaine. Et quand je dis humaine, c'est par rapport à l'anxiété que ces personnes-là vivaient, mais aussi nos 48 000 employés, ce sont des pères de famille, ce sont des personnes qui ont des personnes âgées à s'occuper, ils ont des enfants, ils ont des gens autour d'eux. Donc, nos employés étaient eux aussi anxieux personnellement, pas seulement pour le travail, pour leur vie personnelle. Alors, comment on est une organisation profondément humaine dans cette anxiété-là? Moderne, c'est, moi je suis convaincu que la crise que l'on vit est un accélérateur de la transformation numérique des institutions financières. On a vu nos taux d'automatisation augmenter significativement. Des gens qui, pendant des années, ne voulaient pas du tout appeler au téléphone pour faire des transactions financières ou ne voulaient pas avoir un dépôt direct de leur salaire ou de leurs revenus gouvernementaux, en un week-end, en une semaine, on a vu des hausses de 20 à 25 %. Donc, je suis convaincu qu'il y a un sentiment, clairement un accélérateur de transformation numérique dans le volet des institutions financières. Et finalement, le côté performant, je pense qu'il fallait être performant, on devait être performant dans nos prises de décision, puis dans notre capacité à gérer la crise. Et dans mon cas, moi, ce qui a grandement aidé, je crois, humblement le mouvement Desjardins à naviguer à travers cette situation-là, c'est tout le sens qu'on a donné à notre mission. Et lorsque 48 000 employés comprennent le sens de ta mission, qui est, dans notre cas, qui est vraiment d'enrichir la vie des personnes et des communautés, pas seulement d'être à la recherche d'un rendement, à la recherche d'un profit ou à la recherche d'un ratio quelconque, mais vraiment d'avoir de l'impact dans la société, ce qu'est le modèle coopératif en passant. Ça donne, la crise vient donner un sens profond à tous nos employés de l'impact qu'ils sont en mesure d'avoir pour autrui. Et ça a été un catalyseur très mobilisant pour l'ensemble des employés du mouvement Desjardins. D'un point de vue plus personnel, je vous dirais que comment on navigue à travers une crise comme celle-là. La première, c'est d'accepter que lorsqu'on est le capitaine, il vient des tempêtes. Et on ne choisit pas ces tempêtes-là. On a beau être déçu, critique, c'est-à-dire que c'est pas notre plan, comme disait M. Sibony, c'est pas notre plan de match pour 2020. À la fin de la journée, il faut se dire, regardez, moi, je suis payé pour administrer la situation actuelle. Moi, l'élément qui est le plus riche comme apprentissage, c'est la capacité à décider. Mais pas mieux décider. Décider beaucoup plus rapidement, décider avec beaucoup moins d'informations et surtout accepter qu'on va prendre beaucoup plus de décisions qu'en temps normal et que le risque d'erreur est plus grand qu'en temps normal. Puis je partage totalement ce que M. Sibony a dit. Il faut être authentique dans ça et accepter que, premièrement, on va se tromper, puis de se coucher le soir en se disant ça n'a pas été ma meilleure décision aujourd'hui, c'est pas grave, je me lève demain matin puis je vais continuer de mon travail. Et deuxièmement, de le dire aux gens. Moi, j'ai pris la décision à chaque semaine de parler à tous nos administrateurs de caisse, 3000 administrateurs de caisse ici au Québec, en Ontario, à nos 48 000 employés, une version en français, une version en anglais, à chaque semaine, pour répondre à leurs questions, pour leur donner de l'alignement organisationnel, mais aussi pour qu'ils sentent qu'il y avait un capitaine humain en ligne et qu'eux étaient en mesure de me partager leurs questions et leurs préoccupations et que j'étais capable non pas seulement de les rassurer, mais de les accueillir. Et moi, je vous dis, on voit souvent là, dans une crise, on a l'image d'un film où il y a une équipe en war room dans une salle fermée qui travaille. Moi, je vous dis que ce que je retiens, c'est il faut pas qu'on gère une crise comme ça. Au contraire, il faut être sur le terrain, il faut écouter les gens parce que la stratégie, c'est continuellement, jour après jour, adapter, réaligner, écouter, recevoir des intrants, réaligner continuellement. Alors, il n'y a pas de plan sur les 3-4 prochaines semaines ou les 3-4 prochains mois. On écoute, on s'ajuste, on écoute, on s'ajuste. Et je donne un exemple concret. Ici au Québec, à un moment donné, on a vu un niveau d'anxiété élevé, augmenter significativement auprès de nos employés pour l'accès à des garderies et l'accès à l'école. Et là, il y avait pas du chaos, mais les gens se demandaient comment ça va se fonctionner d'une région à l'autre.
On a rapidement constaté que nos employés, ça venait augmenter leur niveau de stress. On a tout de suite mis des mesures en place qu'on ne savait pas qu'on aurait à mettre en place 2 semaines avant, au début de la pandémie. On a resté près de nos gens, on est arrivé avec quelques solutions et tout de suite, ça a baissé la pression auprès des gens. Est-ce qu'on va garder ces solutions-là pour toujours? Probablement pas, mais il fallait réagir à ce moment-là. Donc, le lien direct avec les employés, les équipes, les membres, ne pas s'enfermer dans un war room puis juste faire ça à 4-5 personnes. Moi, honnêtement, c'est une grande leçon. C'est comme ça qu'on l'a géré chez Desjardins. Et ça a donné beaucoup de sens à nos employés de voir que cette ouverture-là que nous avions, d'aller chercher leur rétroaction, d'aller en faire des ambassadeurs dans les communautés pour aller au-devant des gens, incluant nos administrateurs, ça a donné beaucoup de sens à l'impact que devait avoir Desjardins dans la société et ça a donné beaucoup de fierté aux gens et ça a contribué à réduire le niveau de stress et d'anxiété. Et ça, je pense que c'est un élément qui est extrêmement important. Vous parliez, Mme Moreau, de la dimension coopérative. C'est intéressant parce que depuis les dernières semaines, depuis le début de la pandémie, j'ai des discussions régulières avec des représentants des autorités gouvernementales. Et je vous dirais que dans les dernières semaines, plusieurs d'entre eux me disent, à mots couverts, savez-vous quoi, on réalise que le modèle coopératif, là, il est agile, il est rapide. Votre proximité que vous avez avec les milieux, cette notion-là de dimension humaine si importante, vous aide à être encore plus proactif puis à vraiment travailler toujours dans l'intérêt des personnes et pas avoir des intérêts divergents dans votre processus de décision. Quand vos valeurs, quand le sens, quand votre finalité est extrêmement claire, ça devient beaucoup plus facile pour un gestionnaire, un leader, de prendre des décisions puis de bien dormir avec ces décisions. Alors que lorsque vous avez trop d'intérêts divergents ou que le sens, la finalité de ce que vous cherchez à accomplir, chez nous, c'est simple, c'est nos membres et nos clients. Quitte à laisser un peu d'excédent et de profit sur la table, pour nous, c'était fondamental d'avoir une vision long terme plutôt que strictement court terme. Et ça nous a guidés beaucoup, beaucoup dans nos actions. Et c'est ce qu'est le modèle coopératif. 120 ans d'histoire cette année pour nous chez Desjardins, des centaines d'années pour plusieurs coopératives en France, en Europe. On a montré la capacité résiliente que nous avons de passer à travers des crises et surtout de le faire dans une perspective long terme et dans une perspective non pas de gain à court terme. Et ça, moi, je suis convaincu, puis M. Artus en parlait tantôt, je pense que 2020 est un peu une 30-40 années de croissance économique, de capitalisme, sous une forme X. Et on a commencé à voir en 2016-2017 plusieurs gens qui commençaient à se questionner sur les dommages collatéraux de ce modèle économique-là et à la recherche d'un nouveau modèle ou d'un modèle plus inclusif. Et là, il y a plein de spéculations, il y a plein d'idées mises sur la table. Je crois que le modèle coopératif, avec la propriété partagée, avec le partage des excédents, avec la démocratie, avec un membre, un vote, répond à plusieurs attentes des citoyens d'aujourd'hui par rapport à construire cette prochaine décennie-là. Et je pense que nous sommes extrêmement bien positionnés comme modèle coopératif pour justement répondre aux attentes et aux besoins des gens pour les prochaines années, prochaines décennies, puis contribuer à cette prochaine vague, ce prochain cycle économique, je dirais même cycle de société qui va certainement nous guider pour les 20-30 prochaines années. Merci. Alors, je vois que les questions sont déjà nombreuses. La première que je vais vous poser, peut-être à vous, Patrick Artus, c'est: la crise nous apprend-elle que plus de solidarité, plus de mutualisation entre États et entre les personnes nous apporterait des solutions durables? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois à deux niveaux. Il y a le niveau effectivement des personnes, et comme je l'ai déjà évoqué, je pense que on s'aperçoit de la nature des inégalités. On parle beaucoup d'inégalités. On s'est concentré parfois sur des inégalités qui sont sans doute plus anecdotiques. J'ai toujours eu du mal à m'intéresser au salaire des présidents du CAC 40, si vous voulez, comme inégalité. L'inégalité qui, sur le marché du travail, sur l'accès à l'emploi, sur le niveau de protection sociale, me paraît de loin la plus grave. On est un pays en France où on a 10% de moins de la population que dans la plupart des pays normaux, dont le Canada, qui a un emploi. Et ça, c'est une inégalité monstrueuse, quoi. Si 10% de la population en âge de travailler de plus avait un emploi, on réglerait énormément de problèmes de pauvreté, d'accès au logement. Donc voilà, donc cette question de,
je dirais, d'un accès égal à l'emploi, ce qui conditionne après l'accès égal au logement, à l'éducation, paraît quelque chose qui est extrêmement important. Et puis alors l'Europe, évidemment, n'a aucun avenir sans mutualisation. On sait que dans une union économique et monétaire, si on ne mutualise rien, les trajectoires divergent. Ça veut dire qu'au cours du temps, il y aura des pays de plus en plus riches et des pays de plus en plus pauvres, et à un certain moment, tout cela explosera. On ne peut pas imaginer que des gens acceptent cette dynamique-là. C'est la dynamique qu'on a depuis 20 ans, une dynamique qui est divergente, en fait. Et donc, la question, c'est de transformer la mécanique divergente de l'Europe en mécanique convergente. Mécanique convergente, elle ne peut se faire que par la mutualisation. Il faut qu'on puisse investir dans les pays qui ont du retard d'investissement. Il faut des bases communes à la protection sociale. La Commission travaille en ce moment, par exemple, sur une espèce de règle de salaire minimum qui ne serait pas harmonisée, mais qui serait, je dirais, de même générosité dans les différents pays. À nouveau, c'est une question de survie. Puisque si on continue à considérer qu'on est simplement une zone de libre-échange et que chacun investit chez lui, s'occupe de son développement, se met en concurrence fiscale avec les autres et qu'on ne mutualise rien, l'Europe ne durera pas et l'Europe éclatera. Donc c'est même pas une amélioration, c'est un prérequis absolu pour que ça puisse continuer. Alors, je pense que vous avez en partie répondu à la question suivante qui était quels sont les atouts et les faiblesses de l'économie européenne par rapport aux autres puissances, comme par exemple les États-Unis ou la Chine, donc peut-être plus précisément par rapport aux États-Unis et la Chine. Alors la faiblesse, on vient de le dire, c'est qu'on n'est pas un, et donc on est 27, et ça effectivement ça rend tout très compliqué. Donc on a des ministres qui dorment beaucoup moins, parce qu'il faut qu'ils convainquent les autres. Donc, les atouts... si vous prenez l'Europe dans son ensemble, elle a d'abord un atout considérable, c'est qu'elle a énormément d'épargne. Et donc, on a les moyens de nos politiques. Et vous savez qu'il y a quelque chose qui est extrêmement choquant depuis une dizaine d'années, c'est que nous prêtons notre épargne aux autres. Et en particulier, nous prêtons une très grande partie de l'épargne des Européens au Trésor des États-Unis. Donc, il faut savoir que les déficits de Donald Trump sont très largement financés par l'épargne des Européens. Alors que dans le même temps, on se plaint ici de l'insuffisance de l'investissement dans la transition énergétique, dans la formation, dans les industries du futur, etc. Donc on a un très grand atout qui est que nous pourrions, et on va essayer de le faire, mais c'est vraiment l'objectif de la nouvelle commission, si on utilisait cette épargne, on aurait des moyens considérables d'investissement dans les bonnes industries, dans les bons projets. Donc ça, c'est un premier atout. Et puis moi, je crois profondément, alors c'est une thèse qui n'est pas partagée par tous, qu'une protection sociale élevée fabrique de la croissance. Parce que quand vous êtes dans un modèle de type chinois ou américain et que dès qu'il y a une récession ou une crise, il y a 10, 15, 20% de la population qui perd absolument toutes les ressources, qui tombe dans la pauvreté, qui n'a plus d'accès au travail, ni à la protection, ni à la santé, etc., je pense que ça détruit de la croissance. On détruit du capital humain, on détruit de la confiance. Donc je pense que, certes, c'est coûteux. Alors il y a la thèse qui consiste à dire que c'est trop coûteux et que c'est ça qui est dangereux. Mais je pense que empêcher la pauvreté, empêcher l'exclusion, empêcher que le PIB s'effondre dans une récession, c'est quelque chose qui, dans le long terme, fabrique de la croissance. Et en Chine, on en parle moins qu'aux États-Unis. On sait qu'aux États-Unis, le taux de chômage est monté à 15%. Alors le taux de chômage officiel en Chine n'est monté qu'à 6%. On sait qu'il ne mesure que le chômage des urbains sédentaires. Et vous avez tous les migrants qui sont des centaines de millions. Le vrai taux de chômage en ce moment, c'est plus de 20% en Chine. Quand vous laissez 20% de la population ne plus avoir d'emploi ni de revenus, je pense que vous détruisez de la croissance pour très longtemps après. Donc il faut garder ce modèle en Europe. Il ne faut pas passer dans un modèle d'hyper-flexibilité à la chinoise ou à l'américaine. J'ai envie de vous demander, Guy Cormier, si vous souhaitez réagir et si vous avez aussi peut-être un écho du terrain sur ces questions peut-être plus précises de la tension et des inquiétudes que provoque la situation économique. Écoutez, tout à fait. Je crois tout simplement que la crise est venue, la pandémie est venue être un catalyseur, une loupe sur des éléments qui se discutaient déjà dans les 3-4 dernières années. Les enjeux d'inégalité qui sont beaucoup mieux documentés, les enjeux de développement durable, de finances responsables. Il y a des marches à travers le monde qui se sont manifestées à travers le type d'environnement que l'on veut dans le futur.
Il y a des gens qui ont clairement exprimé le fait qu'ils ne souhaitaient pas, notamment avec l'arrivée des millénarios, qu'ils souhaitaient peut-être construire ou contribuer à une société qui est différente. Alors, je crois que la crise a montré que dans une situation justement de crise, on est capable de réagir, on est capable de prendre des décisions, on est capable de bouger plus rapidement. Alors, je crois que ça va devenir plus difficile dans les prochaines années pour certains décideurs ou pour certains enjeux de société de plaider la difficulté, de plaider la complexité, de plaider l'impossibilité de s'entendre, parce que nous avons démontré depuis les 3-4 derniers mois que face à un enjeu majeur, plusieurs personnes, parfois même d'opinions différentes, sont en mesure de se solidariser pour trouver des solutions rapidement. Dans ce cas-ci, c'était face à un virus inconnu, incolore, inodore et qu'on n'était pas capable de toucher. Mais donc, je crois que oui, les tensions que M. Artus exprime, les enjeux, la patience ou la tolérance de plusieurs face à discuter, échanger, dialoguer, vont peut-être devenir moins grande versus une nécessité ou un besoin de décision plus rapide, parce que nous avons montré comme citoyens, comme société, comme humains, qu'on est en mesure de pouvoir prendre ces décisions-là. Olivier Sibony, si pour faire le tour de cette question de la crise économique et de la décision des dirigeants, je me souviens que ça m'avait marqué. Vous aviez tenté d'analyser aussi le choix délicat qu'avaient fait les États de privilégier finalement la sécurité sanitaire à finalement la crise économique, enfin en tout cas qu'on n'avait pas hésité à provoquer un arrêt économique pour protéger des vies. Et vous aviez eu cette parole qui consistait à dire, mais en fait il ne s'agit pas de vie contre l'économie, mais de vie contre d'autres vies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Des vies aussi. Alors d'abord, pour faire écho à ce que disaient Patrick Artus et Guy Cormier, dans les systèmes économiques différents et les systèmes de protection sociale différents, il y a une chose dont on ne parle pas, mais qui est quand même très très importante, c'est que quand vous êtes américain et que vous n'avez pas de protection sociale et que vous éternuez, vous allez quand même travailler, à moins qu'on ait fermé le pays, mais quand même une forte incitation à continuer à travailler, à ne pas se faire soigner parce que ça coûte cher, dans des systèmes où il n'y a pas de protection sociale, ce qui est vraiment un bien collectif en période de pandémie. La santé est un bien précieux en tout temps, mais enfin en période d'épidémie, on se rend compte que la santé des uns, c'est aussi la santé des autres. Donc là, il y a une force des systèmes européens, on va dire civilisés, parce qu'on va inclure le Canada là-dedans, mais il y a une force des modèles dans lesquels on a quand même un minimum de protection sociale qui est quand même extraordinairement précieuse et qu'on a tendance à oublier parce qu'elle nous paraît évidente. Ensuite, l'aspect valeur sanitaire de l'économie, si on peut dire, c'est tout bête. Quand vous avez une récession longue et profonde, vous détruisez du capital social, vous détruisez du capital humain, Patrick le disait, et ça se traduit tôt ou tard par du malheur. Alors le malheur, c'est de la pauvreté, c'est des gens qui vont être un peu plus malades ou beaucoup plus malades ou qui vont développer des addictions à la drogue. Quand Angus Deaton et Anne Case essayaient de chiffrer combien de morts de désespoir la crise de 2008 avait créé, on parle de plusieurs centaines de milliers de morts en réalité. Alors, on peut toujours faire toutes sortes de scénarios, mais enfin, d'une manière ou d'une autre, c'est des centaines de milliers de morts. La différence, c'est que bien sûr, l'obligation d'un gouvernement, c'est de répondre à une crise immédiate, tangible, qui fait des morts identifiées, identifiables, qui ont des noms, qui ont des visages et qu'il s'agit de sauver. Et que c'est beaucoup plus difficile de mettre dans la balance de ce choix-là ces morts abstraits, lointains et anonymes, dont on sait que les choix qu'on fait vont les provoquer. Ça, c'est une vraie difficulté. C'est pour ça que je ne dis pas du tout qu'il aurait fallu faire les choses différemment. Je vous pose une autre question, puisque je vois qu'elle vous est destinée. Dans un monde d'incertitude, est-ce que le modèle coopératif vous semble apporter de la stabilité ? De la stabilité sûrement, mais plus important peut-être encore, ce que disait Guy Cormier, un cap, des valeurs, un sentiment commun. Une chose m'a frappé, je prends une anecdote, mais une chose m'a frappé dans cette histoire où tout le monde s'est mis à télétravailler. C'est qu'on voit des entreprises où le fait de se mettre à télétravailler a immédiatement distendu les liens. Moi, je parle à beaucoup de managers, d'entrepreneurs, et il y a des gens qui vous disent, ouais, en fait, on s'aperçoit qu'on n'était pas une équipe, on n'était pas soudés, et puis on se parle de moins en moins, et puis d'ailleurs les gens n'allument plus leur caméra, ça devient en fait des conférences téléphoniques, et puis le tissu social de l'entreprise en fait se délite instantanément.
Et puis vous voyez des entreprises, et en entendant Guy Cormier, je me dis que vous devez en faire partie, où il y a plus que le fait d'être dans le même bureau qui nous réunit. Il y a des valeurs communes, il y a un projet commun, il y a le sentiment qu'on a une mission commune, et ça rend l'entreprise plus résiliente dans une période de crise. Alors attention, c'est pas parce qu'on est un groupe coopératif que magiquement ça va se faire, c'est parce qu'on est un groupe coopératif avec un management qui traduit ces valeurs coopératives, avec un management qui le fait passer sur le terrain. Et c'est possible aussi pour une entreprise qui n'est pas coopérative d'avoir des valeurs et d'avoir un management de proximité qui va faire que ce lien social, que ce projet commun existe. Mais je crois que c'est plus facile quand on est dans un contexte de gouvernance et de structure capitalistique qui le rend un peu plus évident. Alors Guy Cormier, justement, vous aviez parlé de la raison d'être, de l'évidence du sens dans cette crise. Et il y a une question qui s'affiche et qui vous permettra peut-être de préciser la façon dont vous avez géré cette crise. C'est quel message auriez-vous à faire passer à un administrateur de banque régionale? Comment doit-on réagir? Écoutez, le message que j'aimerais leur passer, c'est deux choses. La première, c'est à quel point ils sont importants dans une crise comme celle que l'on vit, parce qu'ils sont, dans notre cas à nous, là, puis probablement que c'est la même chose chez vous, un, les représentants de nos membres, deuxièmement, les oreilles sur le terrain et les yeux de ce que vivent nos entreprises, de ce que vivent nos entrepreneurs. C'est une richesse que nous avons d'avoir des administrateurs locaux qui sont en mesure de nous partager la réalité de chacun des milieux, qui peut être parfois différente d'un milieu à l'autre. Et ça, pour moi, là, quand on est en mesure de mettre le bon canal de communication, pour un leader, pour un chef d'entreprise, c'est extrêmement riche parce qu'il va instantanément aller chercher de la rétroaction au temps zéro du terrain, sans avoir à passer à travers des consultants ou d'autres personnes qui vont amener des biais. Donc, ça, pour moi, là, le rôle d'un administrateur devient fondamental sur la capacité d'écouter ce qui se passe sur le terrain. Mais le deuxième rôle, c'est un rôle d'ambassadeur. Ces personnes-là sont en mesure de partager à la communauté, aux entrepreneurs, non seulement les valeurs coopératives, mais le fait qu'il y a une équipe qui pilote actuellement l'organisation, qui sait où ce qui s'en va, avec de l'inconnu, qu'on peut compter sur eux et que depuis 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, 150 ans, c'est pas la première crise qu'on vit, on est passé à travers, on est une grande équipe. Et là, ces administrateurs-là deviennent des ambassadeurs dans le milieu qui sont en mesure d'emmener de la confiance, d'emmener de l'assurance, de permettre à tout le monde de garder encore plus son sang-froid. Et moi, en tout cas, je regarde dans notre cas chez nous, nos 3000... Je vois qu'on a un petit problème de connexion. Non, on vous a perdu. Mais alors, bon, en attendant qu'on retrouve la connexion avec Guy Cormier. Ranché sur le terrain. Non. Alors, peut-être... Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, de nouveau. Oui, alors je ne sais pas où ça l'a coupé, je ne veux pas reprendre, mais bref, c'était quelques secondes. Les administrateurs, pour moi, nous aident énormément. Ça a été court, hein? Alors, à la fin, je veux juste dire que les administrateurs, c'est vraiment deux grands chapeaux. Un volet d'écoute, de ressourcer le président et l'équipe de direction, et un volet d'ambassadeur pour générer de la confiance, rassurer et donner de la longévité, de la perspective. Alors, avant de conclure, je vous propose qu'on fasse un dernier tour de table sur une question qui travaille tout un chacun, même si, évidemment, aucun de nous n'est devin, mais peut-être en quelques mots. Quelles sont vos prévisions? Est-ce qu'on peut faire des projections sur les mois à venir? Comment est-ce que vous imaginez le déroulement de ces prochains mois? Oui. Vous aviez dit au début que je faisais des prévisions. C'est une activité détestable de faire des prévisions. D'abord, on se trompe tout le temps, mais on se trompe tout le temps pour des raisons qui ne sont pas honteuses. On se trompe tout le temps parce qu'il se passe toujours quelque chose qu'on n'avait pas prévu, si vous voulez. Donc, le travail de l'économiste, ce n'est pas de faire des prévisions, c'est de comprendre les mécanismes. Et donc, qu'est-ce qui est important, il me semble, justement? Alors, à part les questions sanitaires sur lesquelles nous savons peu, d'ailleurs, on s'est aperçu dans cette crise qu'il y avait un consensus des économistes beaucoup plus grand que des médecins, ce qui peut-être peut surprendre, mais enfin,
Non, je crois que la question qu'il faut se poser, c'est celle que j'évoquais brièvement tout à l'heure, qui est quand on a perdu 10 points de PIB, ou plus dans certains pays, qu'est-ce qui est définitivement différent? Imaginons même que la maladie disparaît totalement, toutes les normes sanitaires qu'on a dans les entreprises et qui leur compliquent la vie aujourd'hui sont enlevées. Donc le 1er septembre, il n'y a plus de virus, il n'y a plus de normes sanitaires, on est exactement comme avant. Qu'est-ce que le fait d'avoir perdu 10 points de PIB rendra définitivement différent quand même, hein, même si à nouveau l'épidémie disparaît complètement? On l'a dit à l'instant, il y a des personnes qui ont perdu leur emploi. 2, il y a des entreprises qui sont endettées. Aujourd'hui, l'endettement des entreprises, c'est une bonne idée parce que ça évite les faillites. Mais après, ça sera une charge, parce que ce sera de l'endettement. 3, on a fait des dettes publiques, mais on a créé de la monnaie pour couvrir cette dette publique. 4, il y a des changements de comportement qui vont durer même si la crise disparaît. On parlait du télétravail. La consommation en ligne, le souci du climat. Donc il y a des secteurs qui vont aller durablement mal parce que les comportements ne seront pas les mêmes, hein, même si ce qui a causé ces changements disparaît. Donc on n'aura pas la même économie. Et je crois que le boulot de l'économiste, c'est de dire à ceux qui nous disent dans 6 mois, c'est retour à la normale, on aura retrouvé le revenu d'avant la crise. Non, ce n'est pas vrai. Ça sera très différent. Il y aura des choses très pénibles, hein, des secteurs d'activité en grande difficulté, des entreprises très endettées. Il y aura des comportements nouveaux. Et c'est quelque chose que les économies gèrent assez mal. Des changements structurels très rapides, pas très longs. Si vous faites plus de télétravail sur 20 ans, ça se gère. Si vous faites plus de télétravail sur 3 mois, c'est très très compliqué. On fait quoi des bureaux, quoi, hein? Si tout le monde se met à consommer en ligne, on fait quoi des centres commerciaux? Donc et si plus personne monte dans un avion, on fait quoi d'Airbus, quoi? Donc vous voyez, les sauts structurels qui auraient dû se faire en 20 ans et qui se font en 6 mois, c'est extrêmement compliqué. Et je crois que ça va laisser beaucoup de traces de ce type. Olivier ? J'ai essayé de répondre sur ce que sera non pas l'économie, mais le management de demain. Et comme vous le disiez en introduction, Anne-Sophie, je ne sais pas. Mais les questions qui vont se poser, je crois, c'est quels sont les changements de comportement managérial qui vont être pérennes et quels sont ceux qui vont revenir à la normale. Et je ne sais pas répondre à la question, mais prenez par exemple le télétravail. Pourquoi est-ce que les gens, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, où on se dit mais finalement tout le monde c'est merveilleux, le télétravail ça se passe très bien partout, c'est formidable. Pourquoi est-ce que les gens n'étaient pas en télétravail avant? Il y a des bonnes raisons et des mauvaises. Les mauvaises, c'est le petit chef tatillon qui dit mais je veux que vous soyez là, si vous n'êtes pas au bureau, je pense que vous êtes en train de tirer au flanc. Soit dit en passant, le petit chef, c'est pas sûr qu'il ne va pas revenir aussi bête qu'avant. Parce que s'il y a une chose dont on est sûr, parmi les effets secondaires du coronavirus, c'est qu'il ne rend pas moins bête. Donc si on laisse le petit chef continuer à se comporter comme un petit chef, on reviendra au statu quo ante. Si en revanche on se dit on a appris plein de choses pendant cette crise, on va en tirer les leçons en termes de management. Par exemple, on va en tirer les leçons en termes de télétravail, mais aussi en termes de style de leadership, mais aussi en termes de manière de faire des plans, mais aussi, comme le disait Guy Cormier, en termes de manière d'animer nos équipes, de leur impulser de l'écoute, de la confiance, et en même temps d'admettre son incertitude et de les encourager à être réactifs sur le terrain, ce qui est un style de leadership radicalement nouveau pour beaucoup d'entreprises qui étaient beaucoup plus dans des modes de fonctionnement vertical, top-down, alors la crise aura apporté beaucoup au mode de management. Mais je ne suis pas en train de faire une prévision parce que je ne sais pas dire si ces changements-là vont être pérennes. Tout ce que je sais dire, c'est que ça serait bien de garder le bon et de ne pas retrouver le mauvais. Et enfin, Guy Cormier, qu'est-ce que vous imaginez, ou bien, peut-être plus modestement, qu'est-ce que vous souhaitez pour ces mois à venir, à la fois sur le plan macro, mais aussi en interne? Écoutez, je pense que le mot-clé de votre question, c'est modestement. Je pense qu'il est très difficile aujourd'hui, encore dans la tempête, de pouvoir prédire des choses. Et l'histoire des crises financières et humaines du dernier siècle nous démontre que malheureusement, parfois, on revient à la normale pas mal vite, sans nécessairement tirer toutes les leçons qu'on espérait tirer alors qu'on était en crise. On regarde 2008, on regarde début des années 80, les années 70. Moi, je vous dirais 2-3 choses. La première, c'est pour le modèle coopératif, c'est clairement une opportunité. Il y aura dans les prochaines semaines, prochains mois,
encore un grand besoin de solidarité, d'entraide, de proximité entre les humains. Il y aura encore de l'anxiété, du stress à certains moments. Et je pense que cette proximité-là que nous avons comme coopérants, ce modèle-là, il y a des gens qui vont avoir le goût de l'embrasser ou à tout le moins de l'écouter beaucoup plus parce qu'ils sont dans une situation où soit déstabilisés, où ils veulent travailler ou faire affaire avec des entreprises qui ont un sens, qui ont un impact. Moi, je pense que c'est une opportunité pour un groupe coopératif d'aller faire du recrutement d'employés aussi, parce que les gens vont voir la posture qu'on va avoir eue comme organisation durant cette situation-là et vont se dire, j'ai le goût de travailler pour une entreprise qui a ces valeurs-là, qui a géré cette période-là de ce sens-là. Et d'un point de vue plus opérationnel, j'ai le goût de vous dire, ici au Canada, ce qu'on réfléchit, 5 éléments, ça pourra être riche peut-être pour les administrateurs. Le télétravail, je pense qu'en un court laps de temps, on est passé de 0 à 5 jours semaine en télétravail. La réalité, c'est que ça peut pas toujours être comme ça. Est-ce qu'il y aura un modèle hybride qui émergera? Probablement. On a à apprendre de ça. Toute la gestion de notre parc immobilier, notre brique, nos bâtisses, est-ce qu'on a toujours besoin autant de ces espaces-là et comment le télétravail pourra l'affecter? La dimension numérique, j'en ai parlé. Comment nos membres, comment nos sociétaires vont vouloir continuer de faire affaire avec nous dans un numérique les a grandement aidés dans les derniers mois et qu'ils ont découvert que ça pouvait être une nouvelle façon de faire affaire avec leur institution financière. Et le dernier, c'est tout ce qui touche la télémédecine. Nous sommes un grand assureur au Canada aussi. On voit que les gens, à travers la télémédecine, le mélange de numérique et de santé, dans certains cas, peut aider à sécuriser des personnes. Alors, 4-5 éléments sur lesquels j'avais le goût de vous partager. Est-ce que j'ai toutes les réponses? Absolument pas. Est-ce que j'ai beaucoup de questions? Totalement. Est-ce que je sens qu'il pourrait y avoir un avant et un après? Je crois que oui, tout simplement. Merci infiniment à tous les trois. Je vais laisser le mot de la fin à André. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, oui, il ne me reste plus qu'à conclure cette heure-là qui est passée très vite finalement. Et on vous remercie très chaleureusement, Patrick Artus, Guy Cormier et puis Olivier Sibony pour vos interventions. On s'attendait à du haut niveau, effectivement, vous en avez la preuve. Ce qu'on peut dire finalement, si on voulait résumer tout ça, c'est que même si les médecins n'ont pas encore trouvé le vaccin pour le virus, nous, on a peut-être découvert ce soir que le modèle coopératif, c'est le vaccin pour soigner une économie qui, on l'a vu, on en a parlé un petit peu, a des dérives et finalement essayer d'être en proximité avec les gens, essayer d'être très proche de leurs préoccupations, être inclusive, comme le disait Guy Cormier tout à l'heure. Ça, c'est peut-être des modèles, des éléments qui sont l'apanage des banques coopératives. Et peut-être que ce modèle, d'ailleurs, j'ai entendu tout à l'heure que, je crois que c'est un parlementaire ou un économiste qui proposait de modifier totalement le modèle de santé français en disant qu'il faudrait que tous les hôpitaux publics soient transformés finalement en hôpitaux mutualistes, ce qui permettrait d'embaucher des infirmières, de les payer au prix du marché et non pas au prix de l'administration, et de permettre également d'avoir beaucoup plus de fluidité dans la prise de décision, dans la proximité, etc. Alors, on voit bien que le modèle coopératif, c'est un modèle d'avenir, je pense, et c'est peut-être même le modèle qui pourrait être le garant de cette harmonie dans la société. Enfin, en tout cas, nous, on va essayer d'y contribuer, on va essayer de le porter comme toujours. Et évidemment, on a besoin de vous tous, les administrateurs, et plus largement, tous les partenaires de nos banques qui travaillent avec nous au quotidien. Voilà, merci beaucoup. Je pense on va vous envoyer un petit questionnaire pour que vous nous donniez votre avis sur la réunion. Et si vous en avez été satisfait, bien peut-être qu'on va renouveler l'expérience sur d'autres thèmes. Et je pense qu'on a tout intérêt effectivement à se voir plus souvent, à entretenir des relations et des liens entre toute la grande communauté des administrateurs. Et en tout cas, bien entendu, en physique, on se verra l'année prochaine à Strasbourg au mois de juillet. Merci beaucoup. Merci André. Encore une fois, je remercie tous les participants pour ce débat très riche et pour vos questions extrêmement pertinentes. Je pense que si on devait retenir 1 ou 2 ou 3 mots maximum pour la fin, je retiendrai les mots de modestie, de sens, de raison d'être. Je vous souhaite une bonne soirée et nous attendons vos commentaires avec impatience.